Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents ce mercredi après-midi pour partager un moment d'échange et de réflexion avec la chercheuse Dominique Bucheton, avec trois témoins, enseignants de l'Académie Créteil et avec vous toutes et vous tous. En effet, l'École académique de la formation continue, à l'initiative de la CARDI, vous propose ce premier rendez-vous, ce premier moment d'un parcours qui en compte trois, pour envisager trois approches différentes, mais trois approches complémentaires d'une même question: comment refaire vivre la classe ensemble? L'intention de ce webinaire est de mettre en dialogue des pratiques de terrain et l'expertise d'une chercheuse en toute humilité et sans culpabilité d'y arriver plus ou moins bien. Le défi de l'école est un défi complexe et aujourd'hui, toutes les bonnes idées, toutes les initiatives, toutes les tentatives sont intéressantes à partager. Et pourquoi? Parce que innover, c'est avant tout faire différemment. C'est changer une approche pour essayer de mieux répondre à ce qui se joue avec les élèves. C'est la principale mission de la CARDI: accompagner une démarche, accompagner un questionnement décalé, un questionnement à part pour essayer. Les trois enseignants qui vont prendre la parole au début de ce webinaire vont vous donner à voir ce qu'ils tentent au quotidien, ce qu'ils ont tenté, ce qu'ils bricolent, parfois aussi avec leurs élèves et dans leur classe, comme le dit Philippe Mérieux. Ils ont ajusté des pratiques, ils ont ajusté des postures, ils ont cherché des réponses aux difficultés qu'ils rencontraient avec leurs élèves. Après leur témoignage, Madame Bucheton, vous allez nous partager vos réactions, vos réflexions et des pistes possibles de travail dans la classe, et nous vous en remercions. Madame Bucheton, vous avez été institutrice, professeure en collège, formatrice, et vous êtes professeure honoraire des universités à la faculté d'éducation de Montpellier. Vous avez dirigé aussi un laboratoire de recherche et vous vous êtes intéressée principalement avec vos équipes aux gestes professionnels des enseignants, sujet dont traite votre dernière publication. Pour le confort de tous, nous vous invitons à réagir dans un premier temps sur le chat, à y poser vos questions, à y poser vos réactions. Les collaborateurs de la CARDI qui sont avec nous en distanciel les centraliseront pour ensuite les partager avec Madame Bucheton. Merci pour tous les témoignages et pour toutes les questions que vous avez aussi déposées sur le sondage. Nous allons essayer de les articuler avec celles du chat. Nous ne pourrons pas toutes les traiter, mais nous les gardons pour nourrir la suite de cet après-midi et d'autres temps de réflexion. Voilà, je vous remercie. Nous allons donc démarrer et je vais donner la parole dans un premier temps à Madame Aignan, voilà, qui va ouvrir la réflexion. Elle est directrice de l'école élémentaire Léonard de Vinci à Nogent-sur-Marne et son questionnement pose principalement sur la question des liens de façon très générale. Madame Aignan, est-ce que vous nous entendez? On vous laisse la parole. Un immense merci pour ce partage. Écoutez, merci à vous. Alors, je suis directrice d'une école, mais j'ai aussi une classe de CE1 à mi-temps. Ce qui nous a semblé important à moi et à mes collègues, hein, c'est moi qui parle, mais c'est au nom de tous nos collègues et je pense de tous les enseignants, sans doute du premier degré, qui sont confrontés au même type de, de situation, notamment retour à l'école après des longues périodes d'isolement. Et ce qui nous a semblé important, c'était de créer, voire recréer du lien. Alors, c'est des choses que les enseignants font déjà. Hein, on n'a pas inventé la poudre, hein, c'est vraiment des choses que les enseignants font. Mais après le premier confinement notamment, et ensuite en lien avec les absences régulières des élèves pour cause de Covid, avec nos classes qui sont un petit peu parsemées d'absences comme ça, c'est vrai que créer du lien et créer de la continuité, c'est essentiel. Alors déjà, et ça on le faisait déjà, créer du lien entre les savoirs, entre les activités en classe, et entre ces activités-là entre elles, mais aussi en lien avec la vraie vie. C'est faire en sorte que ce soit ancré dans la réalité des élèves pour que ce soit le plus accessible pour les enfants et que ça ait du sens pour eux. Donc là, on parle effectivement d'enseignement explicite, ce qui est préconisé ces dernières années. Ensuite, favoriser le lien entre les élèves en essayant de mettre en place des relations bienveillantes entre eux, notamment à travers le statut de l'erreur. Bon, ça peut être à travers des exemples tout simples. Un enfant qui est au tableau pour une correction, on a fait le choix d'envoyer un élève pour lequel il y a des difficultés, on voit qu'il a eu du mal à faire l'activité.
eh ben, on demande au groupe, voilà, qui peut l'aider ou levez la main si vous pensez que vous allez pouvoir l'aider quand vous voyez qu'il est en difficulté. Donc là, on essaie de faire en sorte que les enfants, entre eux, soient dans une posture d'entraide et pas de moquerie et pas de on rabaisse celui qui ne comprend pas. C'est on se met au service du groupe et de celui qui en a besoin. Également, on crée du lien au sein de la classe en essayant de mettre en place une histoire commune, en faisant des rappels au vécu de la classe, en créant du lien entre, voilà, au cours de l'année, en menant des projets, en faisant en sorte de pouvoir projeter les élèves au cours avec des étapes différentes pour qu'ils puissent, eux, entre ces étapes-là, créer du lien et que ça crée une cohésion de classe. Ce qui est important aussi, et j'ai trouvé que, enfin, on le fait beaucoup dans le premier degré. Je ne sais pas si dans le second degré, c'est quelque chose que les personnes, les enseignants peuvent faire. C'est moins facile pour eux parce que nous, on a nos élèves toute la journée et 4 jours par semaine, ou 4 jours et demi. C'est créer des habitudes de classe, créer des rituels. Ça rassure les enfants, ça pose un cadre, ça donne, voilà, des activités ritualisées, c'est rassurant pour les enfants. Et alors moi, en tant que directrice d'école, forcément, et en pleine pandémie, le lien avec les familles a été très important. Et de la même façon qu'avec les élèves, plus on est explicite, moins on a de quiproquos, de problèmes de communication, et plus c'est facile de rassurer, même quand on annonce des choses pas très agréables, ou finalement, bah non, on garde les masques, bah finalement non, on peut pas faire tel ou tel, on peut plus aller à la piscine, bah non, voilà. Et plus on est explicite, plus on clarifie les choses, euh, plus la communication est facile et plus le lien avec les familles est de bonne qualité. Et je voulais juste évoquer un dernier point, parce que alors moi j'ai passé 7 ans en tant que conseillère pédagogique, donc retourner en classe juste après la pandémie et avec un masque, ça a été un peu compliqué. Donc la gestion de la voix, c'est pas simple du tout quand on est enseignant avec un masque. Et donc la théâtralisation m'a permis de pallier l'absence d'expression du visage. Enfin voilà, on communique beaucoup avec le sourire, avec les expressions du visage. Ça, c'était pas vraiment possible. Et, euh, et donc, il a fallu faire plus de gestes, notamment en CE1, quand on travaille sur les sons. C'est pas simple du tout que les enfants ne voient pas notre visage et notre bouche, notamment. Voilà, j'espère que. Voilà, je vais m'arrêter là. Et Merci beaucoup, Madame Aignan, pour ce premier merci à partage. vous. Madame Bucheton, peut-être avant de donner la parole à Monsieur Lacombe, est-ce que vous auriez deux, trois mots-clés qui vous semblent importants suite à ce premier témoignage? Oui, j'aime beaucoup cette intervention sur cette notion de lien qui me paraît tout à fait essentielle. Dans nos travaux de recherche, on a appelé ça du tissage. Faire du tissage tous azimuts, avec le dehors, avec le dedans, avec l'avant, avec l'après, etc. Donc c'est ce mot de tissage et de lien dont on a vu qu'il va de l'expérience de la classe à la famille, etc. Ça, c'est la première chose qui me paraît tout à fait essentielle. C'est souvent ce qui manque beaucoup dans les pratiques enseignantes, je dois vous avouer. Et la deuxième chose qui me paraît très importante, c'est peut-être d'expliquer pourquoi ce tissage est si important, chez les petits comme chez les grands. C'est parce qu'on entre dans les apprentissages, on rentre dans les apprentissages par les émotions, par les expériences, cognitivement, rationnellement, et que le tissage, c'est ces moyens de faire conjuguer une intelligence émotive, sensorielle, une intelligence cognitive, et tout ça dans le cerveau, ça va faire des liens, ça va tisser, ça va faire des nœuds. Et j'ajoute peut-être quelque chose qui a été implicite dans le propos d'Élise, c'est l'idée que tout ça passe par beaucoup, beaucoup, beaucoup de langage des élèves entre eux, beaucoup de langage pour expliciter des contrats très clairs. Et j'ajoute aussi léger bémol sur la théâtralisation. Peut-être il a été beaucoup dit que le métier enseignant, c'était un métier de théâtralisation.
Je pense que pour la pandémie, effectivement, c'était juste de dire qu'il a fallu remplacer la voix qui se fatigue. On sait que beaucoup d'enseignants ont la voix fatiguée, cassée, il y a des grosses études là-dessus, mais de le remplacer par le corps parlant de l'enseignant, c'est-à-dire se taire, même sans masque, se taire, et avec des gestes, laisser un espace de parole aux élèves, mais pour laisser un espace de parole aux élèves, il faut que l'enseignant se taise beaucoup. Et du coup, son travail va être d'observer les élèves beaucoup plus, puisqu'il ne sera pas toujours en train de parler. Voilà, sur ce mot théâtralisation, je mets un tout petit bémol, extrêmement important en pandémie avec le masque, mais après, c'est pas sûr que ça soit si important que ça. Ça se discute, hein, ça se discute. Merci beaucoup. Je propose à Monsieur Lacombe de vous proposer un autre regard. Monsieur Lacombe est enseignant au lycée Horticole de Montreuil, un lycée pas forcément connu, mais qui a une belle présence dans l'académie de Créteil. Il est enseignant en mécanique agricole. Il travaille avec des élèves qui vont du CAP au BTS et il s'est centré sur le problème de la mobilisation ou de la démobilisation des élèves. Il va donc vous proposer ces petites astuces, ces stratégies, ces tentatives. Monsieur Lacombe, merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Alors, oui, écoutez, à la suite de cette crise sanitaire, effectivement, moi j'avais constaté de certains de mes élèves que beaucoup étaient démobilisés. Alors effectivement, par rapport à ma matière, il a été impossible de leur transmettre les gestes professionnels en mécanique, bien évidemment. Donc ça, ils en ont beaucoup souffert, étant donné qu'en distanciel, c'était uniquement de la théorie. J'ai remarqué également que au retour en classe, c'était très difficile de les remettre au travail, de leur faire respecter un rythme exigeant. Et puis ensuite, certains avaient soit perdu de l'autonomie, soit avaient une diminution de l'autonomie. Et donc par rapport à tout ça, je me suis demandé qu'est-ce qu'il fallait faire ou qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et donc j'ai commencé par me demander au niveau de ma progression pédagogique s'il fallait pas que je change un petit peu l'ordre de mes séquences. Donc le but c'était en les accueillant de nouveau, de vraiment trouver une séquence la plus accrocheuse possible, qui donne le plus de sens pour eux. Donc en fait sur la matière, principalement je leur fais utiliser donc les machines, ils doivent ensuite les entretenir et les réparer. Et donc en fait avant je les faisais plutôt travailler sur tout ce qui était l'entretien et la réparation pour qu'ils puissent bien connaître la technologie des machines. Et ensuite, je les faisais utiliser ces engins. Donc là, j'ai décidé en fait de changer un peu l'ordre des choses et de commencer par justement cette utilisation de matériel qui en fait les intéresse le plus, étant donné que donc j'enseigne sur des classes de CAP jardinier paysagiste jusqu'au BTS. Donc là, par exemple, sur ma séquence d'accroche, quand ils sont arrivés, en fait, j'ai voulu tout de suite les mettre vraiment en action. Et donc, je leur ai proposé une séance sur l'utilisation d'un tracteur en sécurité. Et donc, l'objectif, c'était de leur faire acquérir vraiment ces compétences de conduite tout en demandant vraiment une exigence. Et donc là, par rapport à ma démarche, en fait, j'ai un peu inversé les choses. Je leur ai fait, en fait, je leur ai demandé de faire une recherche de ressources. Donc en fait, c'était plus sur une démarche d'investigation. Et ensuite, en fait, je me suis proposé à leur faire des petits jeux de rôle avec une inversion, en fait. Donc l'inversion professeur-élève et en contextualisant les choses, ils étaient en fait dans la situation chef d'équipe stagiaire et moi je me positionnais en tant que stagiaire bien sûr. Donc par rapport à tout ça, ils devaient d'abord me faire une mini présentation orale et me dire un petit peu comment on pouvait utiliser cet engin en sécurité. Et ensuite, moi, je validais ou pas si l'essentiel était respecté. Et ensuite, une fois que je considérais que c'était bon, ensuite, ils partaient directement faire les travaux pratiques. Et entre eux, je leur proposais de s'évaluer également, de se donner des points positifs, de se donner des points négatifs, pour qu'ils puissent s'améliorer. Donc après, par rapport à tout ça, à la fin, je leur demandais un petit peu quelles étaient les difficultés qu'ils avaient pu rencontrer, qu'est-ce qu'ils avaient le plus apprécié, le moins apprécié dans la séance. Et après, au niveau de l'évaluation, alors là, au début, c'était bien sûr une évaluation formative, hein, mais en fait, ils sont toujours assez réticents dès qu'il y a une évaluation. Donc, le but, c'était aussi qu'ils ne s'en aperçoivent pas trop. Donc, je posais des petites questions ou avec des petits QCM rapides.
Donc par rapport à tout ça, c'était plutôt positif. Après, au niveau du bilan global, bah, je me suis rendu compte que de par cette démarche, en fait, les élèves étaient plutôt impliqués. Ils étaient plutôt attentifs, à condition que, bien évidemment, mon intervention soit pas trop longue. Et puis ensuite, au niveau du cadre que je leur demandais, bah, c'était quand même exigeant, donc en fait, ils arrivaient à le respecter. Et je sentais que cette exigence, en fait, était assez bien accueillie par les élèves. Voilà. Madame Bucheton, même chose, peut-être quelques éléments voilà, qui vous semblent saillants avant de développer dans la seconde partie du webinaire. Oui, y a beaucoup de choses complètement intéressantes et à souligner. La première, probablement, c'est d'oser renverser des choses qu'on a l'habitude de faire. Voilà, s'autoriser à changer le fonctionnement voilà, habituel parce que ça marche plus très bien. Donc voilà, il y a une autorisation tout à fait importante. La deuxième, c'est vraiment, et je crois qu'on le développera peut-être après, mais c'est cette idée de mettre en sorte que effectivement les élèves soient plus acteurs de de leurs apprentissages, et en l'occurrence ici d'apprentissage mécanique, mais en même temps aussi théorique, puisque les deux sont conduits en même temps, et donc de renverser et de leur donner. La question qui est posée, c'est, et peut-être plus spécifiquement au lycée professionnel, c'est effectivement comment se fait ce développement qui est à la fois cognitif et professionnel, les deux à la fois. Et quel est le rôle là-dedans de l'expérience, des sensations, des difficultés rencontrées qui vont obliger l'élève à aller chercher des ressources et pas forcément à les attendre. Ça me paraît tout à fait important. Être acteur de son développement cognitif et professionnel me paraît tout à fait important devant des problèmes à résoudre, hein, en sorte qu'il faut que ça fonctionne. Voilà, il faut que ça fonctionne, c'est l'objectif, et que ça fonctionne bien. Et la deuxième chose aussi qui me paraît importante, et je l'ai lu aussi dans les questionnaires, dans le petit sondage que vous avez fait, c'est cette espèce de rapport à l'enseignement, rapport à l'école, et en inversant cette image ancestrale que le maître déverse les savoirs et les élèves écoutent, là, par une sorte de jeu de rôle, ce sont les élèves qui enseignent à l'enseignant. Donc là, il y a un renversement tout à fait important, ludique, qui leur donne du pouvoir, qui leur donne du pouvoir. Et cette notion de prendre le pouvoir sur son apprentissage, euh, dans un contrat très clair qui est quand même de l'ordre du ludique d'une certaine façon, il y a une sorte de jeu qui se joue. Le contrat est très clair puisque le niveau d'exigence est tout à fait compris par les élèves et de façon tout à fait impressionnante. Ils sont brusquement motivés, ils sont brusquement attentifs, ils sont brusquement attentifs des exigences et ils vont jusqu'au bout. Donc, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que dans le fond, eh bien, ils y arrivent à prendre des positions beaucoup plus motivées, beaucoup plus actives et beaucoup plus impliquées. C'est la plus belle leçon de ce renversement compliqué quand même, mine de rien, bien réfléchi. Euh, voilà, qui me semble extrêmement positif. Au départ, on ose. C'est ça que je trouve, c'est ce que je trouve extrêmement intéressant. On ose, on tâtonne, on cherche. Et on trouve des solutions et après, on cherche à comprendre pourquoi ça fonctionne bien. Voilà un peu ce que je pourrais dire tout de suite là. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à notre troisième témoin, Madame Benamou. Vous êtes aujourd'hui faisant fonction de personnel de direction au lycée Le Roland à Drancy, je crois, mais vous étiez enseignante en biologie en ST2S. Et de votre côté, vous vous êtes interrogée principalement sur la question de l'évaluation, dont a parlé un petit peu Monsieur Lancôme, un moment de tension où se joue quelque chose d'important avec les élèves et vous avez à ce sujet essayé des petites choses pour modifier la perception des élèves sur cette question de l'évaluation. Madame Benamou, est-ce que vous m'entendez bien? Merci à vous. Alors, effectivement, une des principales préoccupations des lycéens est celle de l'évaluation. Donc là, je parle de l'évaluation sommative et certificative. Aujourd'hui, avec le contexte que nous avons vécu, associé, il se trouve, avec la réforme du baccalauréat, la note
est encore plus au cœur des préoccupations des élèves, mais également des familles, puisqu'elle est comptabilisée pour l'obtention du diplôme. Alors, au cours de ma carrière de professeur, j'ai été touchée par l'appréhension de l'évaluation, appréhension qui a été décuplée par le contexte actuel. C'est-à-dire que certains élèves, quand je dis certains, ça peut être quand même un grand nombre d'élèves, ont une représentation plutôt négative et erronée de l'évaluation. C'est-à-dire que pour eux, l'évaluation est piège, elle doit forcément contenir des difficultés. Alors pour moi, l'évaluation fait partie intégrante de l'apprentissage et il est inconcevable que des élèves ressentent cette évaluation comme un moment douloureux et stressant. Donc je me suis fixé l'objectif de créer des moments d'évaluation qui soient plus apaisés, moins stressants et plus formateurs pour les élèves. C'est-à-dire sortir de l'idée que l'évaluation est une fin en soi et qu'elle est forcément conçue pour mettre l'élève en difficulté. J'ai donc modifié mes pratiques d'évaluation en créant ce que j'appelle un cadre rassurant. Donc pour cela, il fallait que les élèves sachent précisément et explicitement le contenu de l'évaluation. C'est-à-dire que les élèves étaient détenteurs des compétences et des notions précises sur lesquelles ils seraient évalués. Donc il n'y avait aucun effet surprise ni de question de piège. Donc en pratique, à chaque activité, je crée une fiche qui constituait une aide, une sorte de guide pour les élèves et qui indiquait toutes les compétences et les notions sur lesquelles les élèves pouvaient être interrogés. Donc le pacte était clairement expliqué aux élèves, c'est-à-dire l'évaluation était conçue exclusivement à partir de ces fiches. Alors, les fiches étaient construites de telle sorte que l'élève avait la possibilité de cocher oui ou non l'acquisition de la compétence. Donc, ce qui signifie que le dispositif incluait une auto-évaluation. Alors, l'idéal était que l'élève se serve évidemment régulièrement de cette fiche guide, puisque cette fiche était régulièrement exploitée en classe et permettait finalement de faire le point avec les élèves. Donc, si un élève avait coché non, un tutorat à ce moment-là se mettait en place, c'est-à-dire que les élèves qui avaient bien compris la compétence expliquaient à celui qui n'avait pas compris. Donc finalement, ce dispositif cadrage a rassuré les élèves et de ce fait, ça a renforcé leur confiance, mais également la confiance entre l'élève et le professeur, mais également avec les familles. Les élèves ont ainsi pris conscience que l'évaluation n'était pas une fin en soi, mais bien un outil au service des apprentissages. Donc je dirais que ce dispositif a contribué à instaurer, à favoriser un climat serein, un climat de classe qui, je pense, est d'autant plus indispensable aujourd'hui avec ce que nous avons vécu. Un climat serein me semble indispensable pour renforcer la confiance en l'école. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Benamou, pour ce témoignage complémentaire. Merci à tous les trois d'avoir apporté vos éclairages et vos tentatives. Madame Bucheton, je vais vous laisser la parole pour développer peut-être quelques pistes qui vous semblent importantes et intéressantes à partir de ces trois témoignages. Oui, je voudrais juste un tout petit peu développer sur ce que nous disait Élise, là, tout de suite, là. Pour dire combien cette évaluation-là est à prendre très au sérieux dans l'avant, dans le pendant et dans l'après de l'évaluation. Parce que l'évaluation, dans le fond, elle est au cœur de toutes nos activités, hein. Voilà. Et ce qui me frappe peut-être le plus dans l'exposé qui vient d'être fait, c'est combien il faut passer du temps pour préparer l'évaluation, d'une certaine façon, pour faire la clarté cognitive. Et ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. On peut se dire que si les élèves ont compris les critères d'évaluation, pratiquement c'est gagné. Pratiquement c'est gagné. Hein. S'ils ont compris les critères, s'ils ont compris la compétence, etc., ça veut dire que dans leur tête, un, ils sont rassurés, mais deux, c'est faisable et l'apprentissage c'est fait. Alors,
ça me paraît extrêmement important et en même temps, j'en donne les limites pour moi. Je pense que ça fond. Je peux me tromper, hein. Je vous parle en didacticienne du français, plus qu'en didacticienne des sciences, etc. Et selon les disciplines, on n'a peut-être pas le même point de vue. Mais l'observation du travail sur des fiches, des compétences précises, des évaluations extrêmement critériées en français n'est pas aussi efficace qu'elle peut l'être dans d'autres disciplines, par exemple, parce que tout ne peut pas être réduit dans des catégories, des compétences, etc. En français, tout est infiniment plus étroit. Et donc, du coup, de manière paradoxale, cette évaluation critériée fait bien avancer, on avait observé probablement les bons élèves, un peu les moyens, et pas beaucoup les faibles qui ne comprenaient pas finalement, qui n'avaient pas forcément totalement compris de quoi y retourner, mais ils étaient quand même très contents, parce que le prof était juste, parce que ça, d'une certaine façon, ils n'avaient pas l'impression qu'ils étaient notés à la tête du client. Donc il y avait un facteur de réassurance, de confiance dans l'enseignant, etc. Cela dit, le système de grille, de critères, etc., je pense que c'est très fonction des disciplines, du niveau, du moment, et qu'il faut l'utiliser avec parcimonie, je dirais, parfois. Voilà, sur cette question, il me semble que je voulais dire quelques petits mots. Alors, excusez-moi, je suis un peu enrouée. Donc, d'une façon générale, peut-être aussi, je vais peut-être un petit peu répondre à ce que j'ai pensé, d'une part en vous écoutant, d'autre part en lisant les propos que les uns et les autres vous avez écrits dans le petit sondage qui a été fait. Il me semble qu'il se lit dans vos travaux, dans vos expériences, ce que je lis, c'est à la fois, comment dire, un regard parfois sur les élèves qui est en train de s'inverser, d'un regard qu'on entend beaucoup. Je suis dans les salles des professeurs, qu'on entend beaucoup, quelquefois dans les familles, mais beaucoup dans les salles des professeurs, que les élèves ne sont pas attentifs, qui ne sont pas curieux, je l'ai lu, qui ne sont pas, ils n'ont pas de concentration, ils ne doutent pas, etc. Ils sont passifs. Un regard sur les élèves qui auraient des manque de langage, manque d'attention, manque de concentration, dans vos expériences, dans ce que vous proposez, d'inverser la machine et de dire, dans le fond, c'est peut-être que nous ne les rendons pas assez acteurs. C'est peut-être d'une certaine façon que dans nos classes, il y a des choses qui, notre regard est quelquefois peut-être trop négatif, trop, et les assigne peut-être effectivement à leurs difficultés. Et là, tout au contraire, dans vos expérimentations, dans vos travaux, dans ce que j'ai lu aussi dans les propositions qui étaient faites par les collègues, là, l'idée, c'est de s'appuyer sur ce qu'ils connaissent, sur leur vécu, hein, on voit en maternelle, on voit à l'école primaire, ce qu'ils ont compris déjà, pour ce qu'ils savent, pour d'une certaine façon les réassurer. Les réassurer que, bah oui, ils savent déjà des choses, bah oui, ils ont déjà compris plein de choses, bien oui, ils sont capables d'eux. Ils sont capables d'eux. Et donc, d'une certaine façon, c'est un changement de posture de l'enseignant et de regard sur les élèves qui est de s'interdire de juger. Ça, c'est très dur. Je dis c'est très dur, on est tous automatiquement, dans un premier temps, dans le jugement. De s'interdire ce jugement pour, au contraire, d'aller chercher ce qui est positif, ce qui est valorisant. Tout à l'heure, la collègue parlait du statut de l'erreur. Quand un enfant va au tableau, j'ai vu une séance là, où il va faire une soustraction, on est en CM2, il va faire une soustraction au tableau, et la petite fille se trompe. La classe aide, hein, comme il est dit, la classe aide, on va faire le maître se tait, et un élève puis un autre vont expliquer ce qui s'est passé, etc.
Et quelque chose de magnifique que j'ai vu dans cette vidéo, c'est lorsque la petite fille a fini, etc., qu'elle refait correctement sa soustraction, la classe applaudit. Autrement dit, c'est tout à fait délicieux. Autrement dit, lorsqu'un élève a eu le courage d'aller au tableau, de montrer son erreur, tranquillement, comme nous en faisons tous, eh bien, on la félicite de s'être engagée, de nous a permis de comprendre que la soustraction, c'est peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît et que le mécanisme, il n'est pas si automatique que cela. Vous voyez, c'est cette notion de ne pas juger, mais d'apporter, d'encourager. Tu t'es trompé, mais moi aussi je me trompe. Hein. Tout le monde se trompe. Et ce que vous disiez tout à l'heure, extrêmement intéressant, c'est de le transformer par, collectivement, avec toute l'intelligence collective de la classe, on va y arriver ensemble. On va y arriver ensemble. Et donc, il me semble que ne jamais juger, que les élèves ne se sentent jamais jugés, c'est ça la terreur de l'évaluation. L'angoisse de l'évaluation, être jugé, être mis dans une case. Et transformer ces moments d'évaluation ou de correction, etc., comme des moments de travail ordinaire. De travail ordinaire, c'est le travail cognitif ordinaire. Elle est formative, l'évaluation, parce qu'on découvre qu'il y a peut-être un petit élément qu'on n'avait pas vu et qu'on va rajouter comme. Et je pense que si on est sur les machines agricoles, c'est aussi du même ordre. Il y avait peut-être un mécanisme, un boulon, un engrenage qu'on n'avait pas vu et que peut-être on va peut-être voir. Donc il me semble qu'il y a cette première dimension qui est là. Et donc, moi je retiens ce changement de regard sur les élèves. Il est dur, hein, parce qu'on a une histoire, et dans les collèges et dans les classes et dans les conseils de classe, on en entend des vertes et des pas mûres sur les élèves. C'est difficile, hein. Alors des fois on est surpris parce que un autre professeur à côté, dans la discipline à côté, souvent un prof de sport ou un prof d'art plastique, hein, il ne voit pas du tout l'élève de la même façon parce qu'il a vu dans sa manière d'être, dans sa manière de dessiner, dans sa manière de raconter, peut-être aussi en français ou en histoire-géographie, qu'il avait cet élève, il savait des tas de choses et il avait été plus positif. Donc il me semble qu'il y a quelque chose de tout à fait important. Madame Guston, je me permets juste pour rebondir sur ce que vous veniez d'évoquer sur l'évaluation et sur les conseils de classe, que se développent de plus en plus au niveau académique des essais de conseils de classe autrement, où précisément on essaye de modifier la place et le regard que porte à la fois l'équipe enseignante sur le travail de l'élève, mais aussi l'apport des familles et l'apport des élèves. Ce sont des expérimentations que l'on suit à la CARDI et qui permettent vraiment de modifier ce moment de jugement, voire beaucoup plus fort pour les élèves et d'en faire un véritable levier pour les apprentissages avec un travail coopératif entre tous les acteurs et qui renforce aussi la coéducation dont parlait Madame Mignon tout à l'heure. Sur l'évaluation, la CARDI a aussi proposé un travail autour du contrat participatif d'évaluation qui permet d'allier la fiche qui était un petit peu évoquée par Madame Benamou, mais aussi avec une co-construction de la part des élèves sur ce qui a été travaillé, ce qui va être attendu et comment. Voilà, simplement pour évoquer le fait que des expérimentations, ce dont vous faites part, sont accompagnées aussi par la CARDI et qu'on peut tout retrouver sur le site de la CARDI. Je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup. Non, mais c'est vraiment une excellente initiative parce que là, il faut regarder les élèves autrement. Il faut qu'ils se sentent exister positivement dans la classe. Sinon, ils s'en vont, ils décrochent, ils sont passifs, c'est pas notre affaire. Voilà, ça c'est un petit peu la première idée. La deuxième idée qui va avec, je l'ai déjà un petit peu dit, et vous êtes en train d'ailleurs de le souligner, c'est que ce changement de regard, c'est un changement de statut de l'élève dans la classe. C'est-à-dire l'élève dans la classe, il est là comme étant responsable de ses apprentissages. Ce que l'on met dans l'auto-évaluation, qui est préconisé par l'intervention précédente, une sorte d'auto-évaluation, c'est renvoyer l'élève à c'est pas l'enseignant qui t'évalue, c'est toi qui t'évalue, c'est toi qui suis ton propre inventaire. Donc la question, c'est de responsabiliser les élèves, qu'ils se voient, qu'ils voient leur évolution. Il y a des tas de dispositifs pour que les élèves dans les différentes matières, pour qu'ils voient leur propre évolution. En didactique du français,
avec les écrits intermédiaires, on voyait très bien les élèves dans les cahiers de travail qui petit à petit épaississaient leur réflexion, la complexifiaient et eux-mêmes pouvaient voir au bout d'un certain temps que leur pensée avait évolué, etc. Voilà. Et donc l'idée c'est que responsabiliser les élèves, les valoriser, les responsabiliser, valoriser l'erreur, ça a été dit, valoriser le positif, ça a été dit, c'est une espèce de mouvement qui me semble très important. Mais effectivement, il faut des espaces de parole et des espaces d'écoute. C'est-à-dire, là, il y a un changement de posture très très important chez les enseignants, un changement de modèle qui est, comment dire, qui est peut-être un changement culturel dans ce que l'école va devenir et doit devenir. C'est-à-dire non pas un espace où l'enseignant déverse son savoir qu'il a ou qu'il n'a pas, ou qu'il essaye d'enrichir, en tous les cas, mais un espace, un espace où les élèves construisent des savoirs avec l'accompagnement de l'enseignant. Et donc, du coup, nous avons pu montrer dans nos travaux que lorsque les enseignants sont essentiellement, et c'est le cas souvent des débutants, très honnêtement, sont essentiellement dans des postures d'enseignement, c'est-à-dire qu'ils font un cours magistral où ils font une pseudo-maïeutique, mais c'est eux qui ont 70% du temps de parole dans la classe et qui ils expliquent du mieux qu'ils peuvent, etc., avec beaucoup de conscience, beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Eh bien, les élèves ne sont pas forcément en posture active. On voit du décrochage. À l'opposé, nous avons pu bien montrer, et on l'a repéré aussi bien à l'école maternelle, alors c'est sûr à l'école primaire, collège, lycée, université, que lorsque les enseignants sont davantage dans une posture d'écoute, d'accompagnement. Qu'est-ce que ça veut dire une posture d'écoute? Ça veut dire, je suis en train, par exemple, j'ai pris des élèves, je les ai mis en travaux de groupe ou je les ai mis en atelier dirigé. Travaux de groupe, on met 5 ou 6 élèves ensemble. Atelier dirigé, on met 5 ou 6 élèves, mais le prof reste avec les élèves, pendant que les autres sont en train de travailler en autonomie. Eh bien, dans la posture d'accompagnement, l'enseignant parle très peu, mais il est là pour regarder sur ces 6 élèves quelle est la nature des difficultés de chacun. Il va relancer, il va dire « toi tu as dit ça, toi tu as dit ça, alors qu'est-ce que vous en pensez ?» Il va faire le ping-pong, il va accompagner la réflexion. De temps en temps, il va poser une question pour essayer de voir si tout le monde peut y répondre. Et il va leur donner une tâche complexe, hein, comme Monsieur Lacombe dit pour ses élèves, une tâche complexe. Et ensemble, il va les aider à chercher des solutions. Mais son travail, c'est essentiellement d'observer. Et moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des débriefings avec des enseignants qui venaient de faire une demi-heure d'atelier dirigé, en mathématiques notamment, et j'ai été sidérée par la quantité d'informations que l'enseignant, moi je n'avais pas vu, hein, et que l'enseignant avait déduit de la parole, de la non-parole, du bricolage, des erreurs de ses élèves, etc., de ce qu'il avait compris, ce qu'il ne savait pas, de ce qu'il savait, en une demi-heure, ce qu'il a pu capitaliser comme information sur les élèves qui vont lui permettre de réajuster son cours ou de faire des travaux, j'allais dire table d'écoute, hein, où on prend quelques élèves, un élève à part ou un petit groupe, etc. Voilà. Autrement dit, cette posture d'accompagnement, elle va développer chez les élèves la posture que nous avons appelée nous, réflexive, ou la posture, c'est-à-dire la posture réflexive, c'est que les élèves soient effectivement en train de réfléchir, qu'ils soient en train de douter, qu'ils soient en train de se poser des questions, qu'ils soient aussi en train d'arriver à, on le voit beaucoup en biologie par exemple, ou de tirer des règles générales. Elles ne sont pas forcément justes, elles peuvent être intermédiaires, etc. Et cette posture réflexive, elle est
qui montre une attention, ça ne décroche pas. Cette posture réflexive est extrêmement favorisée par, effectivement, cette écoute attentive de l'enseignant. Voilà. Et quand on interroge les élèves sur ces ateliers dirigés où l'enseignant les a très attentivement écoutés, vous savez ce que les élèves disent? Le prof, il nous comprend. Le prof, il nous comprend. Donc le prof, il les écoute et il les comprend. Et la réassurance, la confiance dans l'enseignement, la confiance aussi dans le savoir qu'on est en train de leur faire construire, c'est tout lié, hein, se reconstruit, se reconstruit. Et quand on passe à des ateliers dirigés que nous avons fait pratiquer jusqu'en classe de 3e avec un bénéfice magnifique dans toutes les disciplines, dans des collèges REP, quand on passe à des travaux de groupe, l'enseignant circule, s'assoit dans les groupes, et dans les groupes, il écoute ce qui est en train de se dire. Et là, il va faire une relance. Et là, il va écouter pour voir où ils en sont, etc. S'il y a un leader qui le fait. Donc, je veux dire par là que cette question de la parole, de l'observation, la parole réduite de l'enseignant, de l'observation d'une extrême qualité, de l'écoute attentive des élèves, est probablement un des outils, la parole d'explicitation, hein, vous l'avez dit, de contractualisation, est probablement un des outils tout à fait importants pour obtenir la motivation, l'engagement. Voilà. Et ça, c'est une idée qui me semble tout à fait importante. Peut-être une autre idée qui répond aussi aux questions que j'ai beaucoup entendues là. Ils ne sont pas motivés. Ils ne sont pas motivés, eh ben, peut-être parce que ce qu'on leur propose n'est pas motivant. Franchement. J'ai vu beaucoup d'adolescents, notamment en collège, hein, qui s'ennuient à mourir en classe. Ils s'ennuient. Ils rentrent à la maison, ils se sont ennuyés. Alors, bon, c'est quoi? C'est les programmes, c'est les situations, c'est les dispositifs, ou c'est peut-être que lorsqu'on enseigne un objet de savoir, on ne le présente pas comme un problème à résoudre, comme une énigme, comme quelque chose dont il faut trouver la solution. Euh, je pense à une question qui était utilisée en biologie en 6e, je crois en CM2, pour expliquer, demander aux élèves que devenaient les feuilles mortes, dans la nature. Et donc, les élèves vont chercher des tas d'hypothèses, etc. Et petit à petit, ils écrivent dans des écrits intermédiaires. Ils écrivent, il y a le vent, il y a des tas de choses qui se passent, etc. Il y a les animaux qui passent, etc. Et puis petit à petit, on construit des savoirs tout doucement et on construit la complexité de cette affaire, de ce que deviennent ces feuilles mortes. Et ils apprennent des choses bien au-delà de ce que moi, personnellement, je savais sur la question. Donc la question, c'est de donner aux élèves des tâches complexes à leur hauteur, de ne pas les sous-estimer. Et voilà, je pense que quelquefois, on sous-estime par gentillesse, pour les aider. On se dit qu'ils ne sont pas capables. Alors que à 3 ou 4, ils vont y arriver, évidemment, à 3 ou 4 en groupe hétérogène. Donc là, on joue sur un autre axe, éviter les groupes homogènes, favoriser les groupes à peu près hétérogènes, pour que entre les groupes, ils puissent s'activer à des tâches complexes, les résoudre. Et là, bien sûr, quelle gloire, quelle aventure pour les élèves. Je vois les petits CP qui ne savent pas lire ni écrire, à qui on demande d'écrire une lettre à leurs parents et qui, avec l'aide de la maîtresse, les aident petit à petit. Mais quel bonheur ils ont, mais quel bonheur ils ont. D'accord? J'ai un autre exemple d'une vidéo que je vous donnerai, mais vous pourrez la chercher, d'une enseignante de CM2 qui fait travailler en technologie, fait fabriquer en technologie des objets roulants.
Et elle commence sa leçon, ces 3 séquences, en disant « Vous êtes des petits ingénieurs. Vous êtes des petits ingénieurs. » C'est le défi. Et elle va leur donner les cahiers, les outils, alors des quantités d'activités orales, de travail collectif, de bricolage. Je vais vous passer les détails. Il y a une vidéo absolument somptueuse. Et qui voient les petits qui rigolent, qui s'amusent, et ils inventent des objets roulants tout à fait fantastiques qu'ils vont fabriquer avec ce qui est proposé. Or, et derrière tout ça, il y a des savoirs de techno très très costauds qui sont très précis et qui sont enseignés. Mais ils sont enseignés au travers de beaucoup de temps, de beaucoup d'écriture, de beaucoup de discussions orales, de beaucoup d'écriture au tableau collectif de l'enseignant synthétique, d'écriture d'un petit carnet qui va être adressé aux parents pour qu'ils soient au courant. Je reviens sur l'idée du lien avec les familles, pour que les familles soient... Donc, proposer aux élèves des projets audacieux, excitants. Écoutez, je pense que c'est la meilleure façon, alors évidemment, de tenir leur motivation. Évidemment, je vous avoue que ça prend du temps de préparation, d'invention, et que probablement la situation, c'est le travail collectif des enseignants. C'est-à-dire que quand on a inventé une séquence de cet ordre, qui a dû prendre beaucoup de temps pour la collègue, évidemment, il faut la partager, évidemment, il faut la fabriquer ensemble, évidemment, il faut en discuter ensemble. Et donc, d'une certaine façon, s'il y a une autre règle qui s'impose de plus en plus, à mon avis, pour faire évoluer ce métier, pour le rendre plus créatif, plus inventif, c'est de travailler ensemble. C'est de travailler ensemble à préparer des séquences, à préparer des évaluations collectives, etc. Et il me semble parce que ça demande beaucoup de travail, hein, voilà. Donc voilà une autre idée qui m'est venue en vous écoutant. Oui. Madame Buston, je me permets à nouveau sur ce travailler ensemble, pareil, de mettre en avant pour éclairer les personnes que ça intéresserait et qui sont connectées avec nous cet après-midi, le travail de réflexion sur toutes les pratiques coopératives avec les élèves, justement sur ce travail de groupe, comment est-ce qu'on fait pour mener, comment est-ce qu'on construit un groupe, parce que c'est pas facile de travailler tout de suite ensemble, c'est pas parce qu'on met 5 élèves autour d'une table qui vont effectivement penser ensemble et réfléchir ensemble. Et nous avons là aussi des expérimentations qui se font et qui peuvent aider les enseignants qui le souhaitent à avoir des points de vigilance ou quelques pistes de réflexion précisément sur la coopération entre élèves en classe. Voilà, c'était cette précision que je souhaitais vous apporter. Oui, je vous remercie parce que je pense qu'il faut dire aux collègues qui nous écoutent que faire évoluer ces pratiques pour rendre les élèves plus acteurs, plus engagés, plus persévérants, hein, c'est le but, hein, plus intelligents, plus solidaires entre eux, ça prend du temps et on ne réussit pas du premier coup. On réussit du deuxième, du troisième coup, un dispositif, on le met au point. Voilà. Et donc, si on le met au point ensemble et qu'on en discute, tiens, ça a marché, là, ça n'a pas marché, là, j'ai encore trop parlé, etc. Je pense que on est sur on est sur du long terme, hein. On ne change pas, pof, comme ça, sa pratique, hein. Non, c'est pas vrai. Il faut s'autoriser, être soutenu par le collectif, être soutenu par l'inspection, être soutenu par les parents. Il faut que les parents soient au courant. Il faut que les parents soient au courant qu'on n'est plus à l'école de papa ou de grand-papa, hein. Ça bouge, les élèves ont besoin d'autre chose aujourd'hui à l'école, ils attendent autre chose. Il y a peut-être une dernière idée sur laquelle je voulais revenir. Elle me frappe de plus en plus et elle est difficile. C'est cette idée sur les représentations qu'ont les élèves, les parents, ça a été un peu dit tout à l'heure, du savoir enseigné de l'école. Et il y a quelque chose qui est en train de s'abîmer d'une certaine façon, un peu. Peut-être que je suis pessimiste. Mais avec cette folie des évaluations sans arrêt partout, il y a l'idée que le savoir, c'est simplement un truc qu'il faut avoir, hein. Une monnaie qu'il faut avoir pour aller dans la classe au-dessus, pour aller dans Parcoursup au bon endroit, pour aller à tel endroit. Une monnaie, un pass.
Les chercheurs, certains chercheurs disent des savoirs bankable. Ça rapporte de la monnaie pour un boulot, pour autre chose. Bien sûr qu'il y a de ça un peu. Mais si le savoir n'est que ça, n'est pas un outil pour comprendre le monde, pour devenir ouvert, se poser des questions, alors effectivement, on en a beaucoup qui vont décrocher, ceux qui diront de toute façon c'est pas pour moi, de toute façon j'y arriverai pas, c'est pas mon truc, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Or, le savoir c'est la question du sens pour les écoles. Et cette notion, la représentation du rapport au savoir, comme quelque chose qui me rend plus humain, qui me rend plus intelligent, qui me rend plus curieux. Il faut absolument qu'on travaille sur ces questions sans arrêt. Plus capable que le savoir, c'est moi qui grandis. Je grandis quand je suis, même à mon grand âge, si je rencontre des choses, j'ai l'impression d'encore grandir. Quand il y a quelque chose que je n'avais pas compris, je ne me sens pas vieillir, je me sens rajeunir. D'accord? Le savoir nous fait grandir, nous rend responsables. Or, ils ont la planète à soigner, nos enfants. Ils ont la société à soigner, nos enfants. On l'a aussi, nous, hein. Et donc, quelque part, construire cette représentation du savoir que c'est pas posséder un bien, mais c'est intérioriser un cerveau qui devient infiniment plus connecté avec des liens de partout, c'est cela, quelque part, qui va les rassurer, qui va leur rendre confiance en eux, qui va les rendre plus humains, qui va les rendre plus humains. C'est ça notre but, les rendre plus humains. Quand on voit la sauvagerie, excusez-moi, qui se déverse dans le monde, si nous ne sommes pas capables de rendre nos élèves plus humains, on rate le coche complet, on rate notre responsabilité profonde, rendre nos élèves plus humains, sensibles et constructifs et inventifs et créatifs, pas en faire des robots, voilà. Excusez mon emportement, mais on vit une période tellement difficile qu'il faut atterrir, hein. L'école, c'est franchement a une responsabilité mais gigantesque, gigantesque. Donc, sachons dans les moindres situations faire rentrer de l'humain, faire rentrer de la solidarité, faire rentrer de la curiosité, faire rentrer des questions, faire rentrer l'envie de fabriquer quelque chose, hein. On fabrique des petits romans, on fabrique des petits objets, on fabrique des choses qu'on pourra montrer ailleurs, qui serviront éventuellement, être à la fois dans le cognitif, mais aussi dans le manuel, dans le sensible. Je pense que c'est des pistes qui sont extrêmement importantes. Et j'avais des questions, notamment, je ne sais pas si je les ai vues ou si je les ai vues ailleurs, mais sur cette idée, comment les accrocher en début de cours. Ben, les accrocher en début de cours, pof, faut y aller à l'émotion, faut y aller à quelque chose qui, pof, qui accroche. C'est ce que j'appelle la posture du magicien, de l'enseignant. Avec un objet, avec une histoire, avec une image, avec une photo, avec un récit, évidemment, qui porte sur le cours qu'il va faire, il va accrocher l'attention par l'émotion. Évidemment, après, il faut en sortir de l'émotion. Mais quelque part par là, c'est le sens se construit dans cette accroche-là. Et en début de cours, vous savez, vous avez des élèves, ils mettent une demi-heure à enlever leur capuche, hein. Ils ne sont pas encore rentrés dans le cours. Ils sont encore dans leurs histoires, leurs coiffures, leurs trucs, leurs copains, la course qui s'est passée. Et au bout d'une demi-heure, tiens, il y a quelque chose, ils ont entendu quelque chose. On voit les capuches qui se baissent. J'ai vu ça plusieurs fois dans des vidéos. Voilà. Donc, voilà un petit peu quelques idées qui me viennent. Peut-être revenir sur un terme qui est beaucoup utilisé, mais qui n'est pas forcément très évident, qui est celui de tissage, dont vous avez parlé par rapport au lien, pour essayer peut-être de préciser quels sont les gestes ou quels sont les points de vigilance, quelles sont un petit peu les grandes idées de cette question de tissage, pour le concrétiser un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un terme qui est manipulé beaucoup, mais qui n'est pas forcément très clair. Oui, parce que je suis d'accord, parce que tissage, c'est dans tous les sens, hein. C'est le cerveau c'est les neurones qui s'accrochent les uns avec les autres.
Or, nous l'avons théorisé après, évidemment, quantité d'observations, de travaux, d'analyses, etc., en disant que le tissage, c'est le lieu même où le sens de ce qu'on va faire et de ce qu'on fait et de ce qu'on vient de faire se fabrique. C'est un des lieux importants. Et le tissage, ce sont ces gestes où les enfants ou les adolescents vont essayer d'évoquer ce qu'ils savent déjà. Je me souviens, bien avant d'avoir fait tous les travaux scientifiques que j'ai pu faire, j'ai été prof de collège longtemps, pendant de longues années, et je me souviens que lorsqu'on faisait avec la collègue d'histoire géo et la documentaliste, parce qu'on travaillait ensemble déjà, on avait abordé la question du Japon. On avait tout bêtement, c'était au cours d'histoire, au cours de géographie, on avait tout simplement demandé aux élèves, écoutez sur une feuille, Japon, donnez-nous des mots que vous connaissez sur le Japon. Or, il est sorti Toyota, je ne dis plus ce qui est sorti, mais des marques de voitures, des marques de ceci, des repas, etc., tout un tas d'autres choses. Et on leur a dit, mais vous savez des quantités de choses sur le Japon. Alors après, on a classé. Vous connaissez parfaitement cette technique, hein. Je ne sais plus comment on l'appelle, mais le genre de brainstorming rapide où on attrape, après on trie, on classe, et petit à petit on approfondit, etc. Donc c'est faire le lien avec ce que les élèves savent déjà, parce qu'ils se sentent intelligents du coup, ils savent plein de choses, et ils savent des choses qu'on ne sait pas en plus. Faire des liens avec ce qu'ils savent déjà, faire des liens avec leur propre expérience, faire des liens avec le cours d'à côté, le cours d'histoire, le cours de géographie qu'ils ont déjà eu, etc. Faire des liens avec leur culture familiale. Euh, Juste, je vais m'arrêter pour donner une petite anecdote, la toute petite, familiale. J'ai vécu pendant un an en Écosse et je suis arrivée avec mon fils qui avait 10 ans. Et il a été mis dans une école où tous les boat people arrivaient. Voilà. C'était la grande époque des boat people qui débarquaient en Grande-Bretagne. Eh bien, les enseignants de cette école où tous les enfants avaient été mis ont sans arrêt, pendant le premier trimestre, essayé de faire parler les élèves sur le repas de la famille, sur la fête pour les Chinois, la fête pour les autres, sur le premier de l'an chez les uns, le premier de l'an chez les autres, sur les fêtes d'anniversaire, comment ça se passait. Donc, ils ont tissé des liens entre leur expérience. Ils venaient de loin, il fallait les rassurer. Il fallait les reconnaître. Ils ont tissé des liens entre leur culture pour leur dire bienvenue à votre culture. Bienvenue à votre culture. Donc on les appelle. Bon, c'est ce tissage avec la vie, mais au sens très culturel du terme. Ça, c'est le premier grand tissage fondateur, je pense. Après, il y a un deuxième tissage qui est très pédagogique, qui est qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on a appris? Allez, quelqu'un me reformule ce qu'on a appris la dernière fois? Voilà, réveiller les esprits, hein, que beaucoup d'enseignants font en début de cours, très honnêtement. Mais ensuite, il y a un tissage qui est beaucoup plus oublié. C'est le tissage entre la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3, la tâche 4 du cours. On les a préparés, hein, bien comme il faut, on a fait son travail. Et puis, on fait succéder les tâches les unes après les autres, hein, dans la dynamique de la leçon. Sauf que les élèves ne voient pas le lien qu'il y a entre la première, la deuxième et la troisième tâche. Ils ne savent pas pourquoi. Ils font. Ils font. On a observé en CP beaucoup qui font tout ce qu'on leur demande, hein. Même les élèves en difficulté, ils font comme ils peuvent. Et quand on leur demande pourquoi ils ont fait ça, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi on fait les tâches dans cet ordre. D'accord? Et donc, les liens qui expliquent qu'on passe de la première tâche à la deuxième, qu'on vient pour quelque chose, alors on va le mettre en application, on va chercher quelque chose d'autre. Voilà, ça c'est le tissage à la descente. Et ensuite, il y a un troisième tissage, à la remontée. Et très souvent, les enseignants ont fait tellement d'exercices qu'ils n'ont pas le temps. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Et comment on a fait pour apprendre? Et ce moment de clarté cognitive, de théorisation, on monte d'un cran dans le savoir. On a appris ça, on vient de comprendre ça, on peut en tirer une règle, c'est ce que j'appelle le tissage à la remontée. Évidemment, vous voyez bien qu'on l'entend quand on regarde des classes, parce que là, les mots du savoir commencent à sortir dans la bouche des enfants.
on entend les mots du savoir. On n'entend pas des mots j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais on commence à entendre des notions hein, qui ont été travaillées tout du long. Et lorsqu'on a fait nos études il y a longtemps de cela, j'espère que ça a un peu évolué, ces gestes de tissage des enseignants qui demandaient tout ça s'élevaient à 7%, 7% de l'ensemble de leurs gestes. 7%, c'est-à-dire rien du tout. Par contre, en lycée professionnel, ces gestes de tissage montaient à 50%. Autrement dit, il y a une culture de l'enseignement professionnel qui, depuis longtemps, a compris qu'il faut lier le vécu, le ressenti, etc., les techniques, les savoirs. On met en place, on met en scène des situations et du langage qui vont. Et donc, en plus, il n'y a pas le choix, hein, parce que sinon, ils s'en vont, ils ne comprennent rien. D'accord? Donc, c'est cela, les gestes de tissage, vous le voyez, qui sont culturels, qui sont pédagogiques, qui sont didactiques aussi, et qui sont extrêmement importants. Alors, ça peut être l'enseignant qui les fait, mais ça peut être aussi les élèves. On va s'appuyer sur un élève assez bon qui va expliquer aux autres, etc. Il y a un tour de rôle, pourquoi on a fait ci, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre, qu'est-ce qu'on vient de comprendre. Voilà. Donc, et le, le dernier tissage qui est fait, c'est quelquefois ce qu'on a appelé, ce que l'Académie de Créteil, qui a beaucoup travaillé là-dessus avec des collègues chercheurs, les journaux des apprentissages. C'est-à-dire qu'en fin de journée, moi je le faisais quand j'étais prof à mi-trimestre, je m'arrêtais à mi-trimestre et je disais aux élèves, prenez vos classeurs là, allez on revient en arrière, qu'est-ce qu'on a fait là depuis un mois et demi? Qu'est-ce qu'on a fait depuis un mois et demi? Et on faisait un retour en arrière et je leur demandais de reclasser, re-ranger leur classeur. C'était un bon truc, hein. On va classer, ça, bah tiens, on a appris ça, on va le mettre ici, on va le mettre là. Donc l'idée c'est de faire revenir les savoirs, les décontextualiser, les recontextualiser, les reclasser, etc. Parce qu'on va, voilà, on monte en abstraction, on monte en abstraction. On sort de l'exercice technique, toc, 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 je fais, à la pensée sur, c'est la posture réflexive. Comment je m'y suis prise pour faire ça? Voilà un peu ce que nous avons appelé geste de tissage. Voilà, il faut en être conscient parce que c'est pas très difficile à modifier dans les pratiques enseignantes. Est-ce que je leur expliquais pourquoi je fais le truc suivant, l'exercice suivant? Qui me dit pourquoi on fait ça? On avait vu par exemple que les élèves je vous parle de didactique du français, faisaient en première, oui, en première, des commentaires composés qui était précédé de questions. Il faisait les questions après avoir fait le commentaire, par exemple. Oui, sans comprendre que les questions, la question 1, la question 2, la question 3, préparaient au commentaire. Donc ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas le sens de la dynamique des questions. Il n'y avait pas de tissage entre les liens. C'était fait. Ils étaient dans le faire. Ils n'étaient pas dans le comprendre la démarche de l'enseignant. Donc tisser, c'est aussi expliciter notre démarche. Qu'est-ce qu'on cherche ensemble? Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question. Si, merci beaucoup pour ces précisions. Peut-être une question qui est apparue dans le chat autour de la question de la différenciation. Donc, vous avez évoqué la question des tâches complexes. Souvent, il y a aussi un malentendu sur l'idée de différencier, simplifier, comment on met en place une tâche complexe avec des élèves en situation de handicap, puisque une des enseignantes qui nous suit évoque effectivement cette question du handicap qui ont encore plus besoin peut-être d'accompagnement. Voilà, donc si on peut avoir un éclairage supplémentaire sur cette question-là. C'est un gros débat, celui-ci, qui traverse toutes les salles de profs, hein, etc. Est-ce qu'il faut... Ça a été très à la mode de différencier, presque d'individualiser. C'est impossible. C'est scolairement impossible, individualiser. Et puis ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas un enseignement individuel, etc. Ça, chacun son schéma. Ça vaut un précepteur pour faire ça. L'enseignant n'est pas un précepteur. Faire des groupes, faire des différenciés, etc. Donc la question est quelle est la finalité?
quand on met des élèves sur des tâches différenciées. Si c'est pour, comment expliquer? Difficile à dire. Je vais prendre des travaux qui sont sortis, un il y a très longtemps, à Bordeaux, et je ne retrouve plus la référence, je suis désolée. C'est les travaux pour comprendre les difficultés socio-scolaires, et puis des travaux tout récents qui sont sortis en Grande-Bretagne et qui ont porté sur, je crois, 1000 élèves, que j'ai lu dans le café pédagogique il y a peut-être 15 jours, 3 semaines. Donc ça doit être facile à retrouver. Et ces travaux ont montré que, notamment les travaux anglais, et que lorsqu'on différenciait, qu'on faisait des groupes différents, etc., différents, il n'y avait pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice. Alors bon, c'est à l'âge ce que je dis, pour regarder plus finement. Autrement dit, et les travaux de Bordeaux montraient que on avait plus de bénéfices quand tous les élèves faisaient la même chose. C'est pas faire la même chose, avaient le même objectif d'apprentissage. Et du coup, la différenciation peut être que pour aller au même objectif, on peut prendre des chemins différents. Moi, c'est une définition de la différenciation qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a certains élèves et on va passer peut-être par du travail à deux, par du travail avec l'enseignant à un moment donné, par du travail sur des exercices spécifiques, parce que l'objectif final sur lequel ils seront tous évalués, sera le même. Donc voilà, donc l'idée c'est la différenciation pour moi, c'est prendre des chemins différents avec des aides différenciées, mais que les élèves sachent toujours qu'ils vont tous être confrontés au même but et que l'idée, c'est pas de différencier pour classer, pour faire le groupe A, le groupe B, le groupe C et le groupe D qui est en classe de 5e, autrefois quand j'étais prof, mais c'est en train de revenir dans l'esprit des réformes qui sont en train de se préparer en sous-main. Je l'entends murmurer, en classe de 5e, toc, on dégageait les élèves du groupe C, on les dégageait en lycée professionnel. C'est comme ça que ça se passait. C'est comme ça que ça se passait. Voilà, ils avaient 13 ans, 14 ans, direction voilà, l'enseignement professionnel. Donc, l'objectif, c'est que différencier, c'est que les élèves sentent toujours que c'est un groupe et que tout le monde, voilà, on tente de les amener toujours aux mêmes tâches. La deuxième chose, c'est, j'ai un petit peu expliqué, c'est que différencier, c'est considérer que dans un groupe hétérogène, les élèves ont des talents différents. Ils ont des talents différents. Il y en a qui sont plus imaginatifs, il y en a qui sont plus rationnels, il y en a qui sont plus besogneux, il y en a qui sont plus appliqués, etc. Et que donc, ce travail à plusieurs, différents, est bénéfique, est plus bénéfique qu'un travail où on classe les élèves, on classe les élèves. On le sait depuis 40 ans. On avait dans les années 70, 80 les groupes de niveau. Négatif, négatif, ça marche pas. Ça marche pas. On le sait. On va pas recommencer. C'est peut-être plus facile pour l'enseignant d'avoir un groupe homogène. Mais pour les élèves, négatif. Plus confortable pour l'enseignant, probablement. Parce que, voilà. Mes propos, prenez-les comme vous voulez. C'est ma conviction depuis que j'ai été longtemps enseignante, longtemps chercheur, et c'est une fausse piste que de faire classer les élèves, qu'ils sentent qu'ils sont classés. Voilà, qu'ils sentent qu'ils sont classés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des pratiques différenciées. Vous avez compris ce que je veux dire, hein? Des pratiques, des techniques, des apports. L'un, c'est par le dessin, l'autre, c'est par le théâtre, l'autre, c'est d'une autre façon, où il va chacun développer son talent ou sa façon d'être, ou le bricolage. On va valoriser, voilà. Voilà mon point de vue. C'est un point de vue, comment dire, que l'humain a besoin d'une grande diversité de talents pour avancer, quoi. C'est tout.
et qu'on a des talents cachés en plus, probablement, qui vont se révéler dans telle situation. On se découvre à 50 ans brusquement bricoleur. On peut se découvrir une passion de bricoleur à 50 ans. On avait un talent dormant, on va dire. Bon, je rigole. Merci. Oui, c'est une question vive. Après, on sait qu'il y a certaines préconisations très précises, par exemple en termes de présentation pour certains élèves avec un handicap particulier. Ça, c'est vrai que ça peut aider aussi la question des présentations, quelquefois des feuilles ou autres que l'on peut distribuer. Mais là, c'est complémentaire à ce que vous disiez. Après, il y a un enseignant là qui, dans le chat, évoque une hétérogénéité très très forte sur une discipline en particulier qui fait qu'un élève peut être complètement perdu et là il s'interroge sur le comment faire. Là, on est effectivement sur des difficultés très particulières. Ce que je voudrais dire pour rassurer les enseignants, et j'oserais dire selon ma longue expérience d'enseignante de terrain, de chercheur, de formateur, etc., c'est qu'on ne réussit pas tout. On ne peut pas tout résoudre. On se trouve devant des situations, alors on va aller demander de l'aide à quelqu'un qui va nous donner des conseils ou qui va nous accompagner. Et je vois des enseignants dans mon secteur, là, qui ont effectivement, avec l'inclusion, des élèves qui sont très, très en difficulté, agités, ne savent mal comment les contrôler d'une certaine façon, les socialiser. Et en plus, elles n'ont pas de formation spécifique, parce que c'est quand même comment dire, des compétences psychosociales, je ne sais pas trop quoi, tout à fait spécifiques. Il faut une formation spécifique pour un certain nombre d'élèves qui ont des difficultés, handicaps divers et variés. Là, ça c'est la première chose, de former les enseignants là-dessus, et puis de leur apporter des aides ponctuelles avec des assistants, des personnes qui peuvent les accompagner pour s'occuper intelligemment d'un élève, pour le calmer, le rassurer, etc. L'enseignant qui a 25 élèves dans sa classe, c'est sûr qu'il ne peut pas tout faire. Il n'est pas Dieu le Père, il ne peut pas tout faire. Donc faut trouver des solutions, mais dans les établissements, on les trouve hein, quelquefois quand la question est posée. Comment il va y avoir une personne, ou etc., qui va pouvoir accompagner. Voilà. Donc il y a des questions aussi. Et puis sans doute, il y a des questions de formation. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Et ce serait bien en peine de vous donner des conseils sur l'accompagnement précis de certains handicaps hein, qui arrivent dans les écoles. L'inclusion, je suis pour, mais avec beaucoup de formation et de personnel. Il ne faut pas rêver. J'ai un Tout à fait. mari très gravement handicapé, je peux vous en parler longuement. Des aides Oui, et on est nécessaires. dans des situations très très effectivement très très spécifiques. Oui. Il faut pas culpabiliser parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout résoudre. En tout cas, je pense, comme vous le disiez tout à l'heure, réassurer l'enfant, l'accueillir, lui montrer déjà de l'intérêt et essayer avec lui de faire des petites choses, je pense que c'est déjà très important pour qu'il se sente aussi dans la classe et en confiance avec les enseignants qui l'encadrent. Il y avait une question dans le chat, je Sur les lis, postures, sur les postures, oui, comment on tout à change de fait. posture? Écoutez, moi, là-dessus, j'ai un conseil. C'est vous prenez votre téléphone et vous vous enregistrez. Vous n'êtes pas obligé de montrer ça à votre mari, à vos enfants. Et vous regardez, vous écoutez combien de temps vous avez parlé, est-ce que vous avez laissé les élèves parler, qu'est-ce qu'ils ont dit. Alors, il y a quantité de façons. Alors, le téléphone, c'est pratique parce qu'on peut filmer. Bon, après, on efface. Mais on va pas se filmer, mais on va s'entendre. On va entendre les élèves, on filme le tableau. Et soi-même, on a quelque chose qui est de l'ordre de l'auto-analyse, l'auto-évaluation. Moi, je ne fais pas de la publicité, mais lisez les travaux que nous avons menés dans notre laboratoire. Il y a des outils pour s'analyser, s'observer, les postures des enseignants, les postures des élèves. Là, il y a des instruments. On a fabriqué des instruments pour s'observer. La deuxième chose, c'est que à Montpellier, nous avions mis en place un dispositif d'accompagnement des stagiaires qui était extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on demandait aux stagiaires, ils avaient un tuteur,
conseiller pédagogique ou tuteur, ou etc. Ils étaient par groupe de 2 ou 3, de se filmer, de choisir un moment dont ils allaient discuter ensemble, entre eux et avec le formateur. Et à partir de là, eh bien, on discutait ensemble à égalité d'une certaine façon, avec le statut de l'erreur, comme pour les élèves, même statut de l'erreur. Je m'engage, je montre, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, ah, tu as fait ça, et pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi celui-ci, tu ne l'as pas repris? Ah oui, donc il y a une part d'explicitation, c'est les groupes d'analyse professionnelle, hein, de Patrick Robot, c'est mon copain, etc. C'est absolument indispensable. J'allais dire quand même, sur ces groupes d'analyse professionnelle, entre pairs, c'est bien, mais il faut souvent qu'il y ait un regard extérieur d'un formateur, conseiller pédagogique, n'importe qui, mais un regard extérieur est souvent nécessaire pour enlever les émotions, pour mettre de la distance, pour reproblématiser, ça me paraît nécessaire. L'idée n'est pas de, comment dire, l'idée n'est pas de filmer toute une séquence, mais de filmer des petits bouts, un début, une fin, un milieu, et de regarder et les élèves, mais surtout les élèves, hein, surtout les élèves, qui parle, qui n'a pas parlé, etc., qui va progressivement à s'interroger sur ses propres postures. Cela dit, j'arrive pas à lire et parler en même temps, excusez-moi. Cela dit, euh, on- dans les travaux que nous avons montrés, c'est que les enseignants les plus experts, et on a appelé enseignants experts avec une grande modestie, les enseignants experts sont des enseignants qui maintiennent l'attention des élèves dans presque 70 à 80% du cours. Ils maintiennent l'attention dans ce... C'est pas mal, hein? Les élèves en activité, eh bien, ce sont des enseignants qui changent de posture. Un coup, ils sont dans une posture d'accompagnement, un coup, ils sont dans une posture du magicien où ils vont faire les émotions, un coup, ils sont dans une posture d'enseignement, etc., etc. Et donc, en gros, le cours est dynamique, et c'est cette dynamique du cours qui fait que les élèves sont en dynamique. Il y avait une collègue qui écrivait, je ne sais plus, elle avait lu un chercheur, je ne sais plus qui, je ne connais pas, c'était intéressant, mais et qu'il fallait que les élèves soient actifs, dynamiques, la dynamique des élèves. Et donc cette dynamique des élèves, elle est due à deux choses. D'une part, au fait qu'il y a des tâches qui se succèdent qui ne sont pas de même nature et qui montent en complexité, mais il y a aussi le fait que l'enseignant est en train de changer de posture. Un coup, il enseigne, un coup, il accompagne, un coup, etc. Un coup, il est dans l'étayage, ou quelquefois dans du surétayage d'ailleurs, nécessaire parfois. Mais en gros, changer de posture est probablement une manière de maintenir l'intérêt des élèves. Et toutes ces postures sont nécessaires. Les enseignants qui réussissent le moins à maintenir l'attention sont ceux qui sont essentiellement en posture magistrale, parce que là, évidemment, ça se lasse, il y a toujours un bon tiers d'élèves qui s'en va assez vite, hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Changer de posture, oui, se regarder, discuter ensemble. Et la vidéo est un outil magique, hein. C'est un outil magique de regarder, s'entendre. Ah, les craintes fortes et des inquiétudes chez les familles pour l'avenir des enfants. Oui, c'est un enseignant qui dit qu'il a une élève qui relève de SECPA, mais qui est en filière entre guillemets classique, et donc les difficultés sont importantes pour accompagner l'enfant parce que la famille est réticente à envisager la SECPA. Donc on est dans des situations effectivement très complexes, et souvent il y a beaucoup de représentations aussi, beaucoup de craintes, beaucoup d'inquiétudes, et là ce sont des situations aussi humaines. Madame Aignan parlait de liens, et tout ça, c'est aussi difficile Je, à travailler. je vais peut-être être brutale, excusez-moi. J'ai beaucoup travaillé en classe de CPA, CPPN, hein. J'ai pris ces classes-là parce que personne n'en voulait et que je pensais que j'allais y apprendre beaucoup de choses. Mais j'ai vu dans ces classes-là
des élèves qui étaient là et je me demandais ce qu'ils y faisaient, très honnêtement. Soit ils étaient là alors que je les avais eus en cinquième et ils fonctionnaient pas mal. Mais ils venaient là parce que il y en a un qui me disait un jour, je dis mais pourquoi tu es là toi? On n'avait pas décidé ça. Il dit ouais mais ici il n'y a pas trop de travail. Non non mais là c'est cool là, la SECPA ou la CPPN, la CPH, je sais plus, c'est CPPN à l'époque. C'est cool, etc. Vous voyez les représentations des élèves. Ça c'est la première chose. Et puis quand je prenais ces classes-là, et que faisais avec ces élèves-là des journaux scolaires. Oui, on faisait des journaux scolaires avec eux. J'avais très honnêtement des collègues qui me disaient, mais te prends pas la tête avec ces élèves-là, tu leur fais des choses beaucoup plus simples. Tu tu leur fais reconnaître les horaires des trains, une fiche de paye, etc. Tu leur fais des trucs utiles, enfin, voilà. Je suis pas d'accord, bon, déjà. Troisième expérience, des gens que je connais bien, qui sont de milieux extrêmement, extrêmement populaires, dont les enfants ont vécu des difficultés familiales redoutables et qui, très honnêtement, n'ont pas été, excusez de le dire, très, très accompagnés à l'école primaire pour comprendre les difficultés qu'ils avaient et dont on envoie les élèves en SECPA ou dans des orientations. Elles sont acceptées ou refusées. C'est compliqué cette affaire des parents, leur compréhension, la négociation, etc. C'est pas. J'ai pas de réponse définitive, mais on marche sur des cailloux, hein, sur ces orientations-là. C'est pas les enfants de la petite bourgeoisie qui vont dans les SECPA, hein. C'est pas eux, hein. Les parents, c'est pas nos enfants qui y vont. C'est les enfants des milieux extrêmement, extrêmement populaires, qui comprennent pas le fonctionnement scolaire, qui savent pas, etc. Donc, voilà, faut faire très, très attention. Je ne veux pas dire que ça soit négatif, mais c'est pas du tout, hein, parce que j'ai vu aussi de belles orientations, bien suivies, avec un accompagnement sérieux, etc., du beau boulot, du beau travail. Mais on est sur un terrain qui n'est pas ni facile ni pour les enseignants, ni pour les élèves, ni pour les familles. Avec un enjeu collectif fort, en tout cas, de la part des équipes et une Eh oui, volonté de faire au mieux. Et on revient sur la coopération, non pas là entre enfants, mais absolument, aussi entre absolument. adultes pour avancer. Et la clarté avec les familles sur les enjeux, etc. Vraiment la relation. D'ailleurs, pendant le confinement, ce que j'ai vu là, je travaillais un petit peu avec les enseignants de lycée professionnel, là, et ce que j'ai vu, c'est qu'on a repris le contact pendant le confinement avec les familles. Cette relation très, très attentive pour comprendre des familles, pour comprendre ce qui se passait à l'école et des enseignants pour comprendre ce qui se passait dans les familles, a été tout bénéfice. Et j'ai des collègues qui m'ont dit, certes, c'était peut-être pesant, mais qu'est-ce que c'était important? Qu'est-ce que c'était important de comprendre ce qui se passe dans les familles, etc. Dans certains pays que je ne vous nommerai pas, les enseignants sont obligés d'aller visiter les élèves dans leur famille. Alors évidemment, ils détestent, hein. Mais bon, on n'en est pas là. Mais aujourd'hui, on a les moyens de maintenir des contacts voilà, importants avec les familles, de les réunir pour des petites fêtes, de les réunir pour des moments amicaux. C'est ce qu'on à Montpellier, à La Paillade, dans un quartier très populaire, c'est ce qu'on faisait. On réunissait les familles pour des petites fêtes, etc. Et du coup, la relation se construisait. Et là, on pouvait expliquer ce qui était possible, ce qui n'était pas possible. Voilà, je reviens beaucoup sur cette première intervention de notre collègue sur les liens avec les familles comme, comme extrêmement important, notamment dans les milieux populaires, mais pas seulement, avec tout le monde. Il y a tellement de malentendus, d'idées reçues sur l'école, sur les fonctionnements de l'école, qui sont soit sans arrêt remis en question, soit critiqués alors qu'on fait des choses magnifiques. Franchement, je vous le redis, on a mené une population à 80% au niveau du bac. C'est un boulot magnifique de l'école.
On ne va pas dénigrer ça. Maintenant, il faut faire un pas supplémentaire. Mais il faut faire attention dans nos propos, à faire attention de valoriser, mais avec beaucoup de lucidité. Voilà un petit peu ce que je voulais se dire. On a une belle responsabilité, des difficultés, et je rejoins tout à fait votre propos. C'est un collectif. C'est un collectif, c'est petit projet, grand projet, académique, bassin, école, niveau. Moi, quand j'étais prof, on travaillait, tous les profs de quatrième, troisième, on travaillait ensemble, on préparait nos cours ensemble, on préparait les séquences ensemble. Pouh, quel temps gagné, quelle discussion passionnante. On partageait le travail. On ne peut pas s'en sortir autrement. Merci beaucoup. Je trouve que c'est une belle fin que de parler du collectif et de la puissance du collectif pour faire face aux défis qui sont ceux de l'école. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, pour votre intérêt et pour votre bienveillance. Merci infiniment, Madame Bucheton, de vous être prêtée à l'exercice. Donc, comme je vous le disais en introduction, c'était le premier rendez-vous de 3 temps forts. On vous donne rendez-vous donc le mercredi 6 avril après-midi avec Madame Catherine Guéguen, qui nous permettra de comprendre aussi ce qui nous traverse à nous, enseignants en ce moment et membres de la communauté éducative, puisque nous vivons des moments difficiles. Voilà, donc savoir ce qui nous traverse et ce qui traverse aussi nos enfants et les élèves dans les classes pour toujours mieux faire vivre la classe ensemble. Voilà, un immense merci à toutes et à tous. Il est presque 17 heures, le temps de vous permettre de profiter de cette fin d'après-midi. Merci vraiment beaucoup et à très bientôt, je l'espère. Merci, au revoir. Merci à vous tous. Merci beaucoup.